Au départ, il y a un principe très simple. C'est que l'univers est plus vieux que ses plus vieux habitants. C'est évidemment banal de dire ça. L'âge de l'univers doit être plus grand que l'âge de ses plus vieux habitants. Donc, on va se poser des questions. Quels sont les habitants dont on peut donner les âges? Ben, il y a les étoiles. Maintenant, nous savons dater les étoiles, plusieurs d'entre elles. Nous savons, par exemple, que les Pléiades ont 80 millions d'années. Le Soleil, 4,6 milliards. Et l'amas d'Hercule, un petit amas d'étoiles dans la constellation d'Hercule, à 12 milliards. Donc, c'est un minimum. On ne peut pas donner à l'univers un âge inférieur à ça. Et puis, alors voilà les Pléiades, les questions. Voilà le Soleil, vous connaissez. Et voilà l'amas d'Hercule dont les étoiles ont, je les dater à 12 milliards d'années. Ensuite, on découvre que quand on fait des échantillons, on ne trouve jamais d'étoiles dont l'âge est moins de 14 milliards d'années. C'est intéressant. Ça ne dit pas que l'univers est pas beaucoup plus vieux que ça. Ça nous dit en tout cas qu'il n'est pas moins vieux que ça. Une limite intéressante, un peu floue, mais on va dire on est autour de 14 milliards d'années pour les plus vieux témoignages. Ça ne dit pas ce qu'il y avait avant. Ça nous dit voilà les plus vieux témoignages de l'âge. Alors maintenant, nous allons prendre des atomes. Les atomes sont aussi des habitants de l'univers. Et il y a fort heureusement ce qu'on appelle des atomes radioactifs. Ces atomes ont une demi-vie, on en a parlé, ce qui veut dire qu'après un certain temps, ils disparaissent progressivement, pas en même temps, mais progressivement. Et là, nous avons par exemple des atomes radioactifs que nous connaissons, l'uranium-235, qu'on utilise dans nos réacteurs, il a 1 milliard d'années, l'uranium-238, il a 6 milliards d'années. Donc, en comparant les abondances de ces atomes, dans une technologie que je ne vais pas vous expliquer, mais en utilisant les populations relatives de ces atomes, on arrive à la conclusion suivante. Les plus vieux atomes ont moins de 15 milliards d'années. Là, c'est plus flou, c'est pas très précis, mais vous voyez que ça se tient. On voit que ça colle. On ne connaît pas d'atomes plus vieux de 15 milliards d'années. On ne connaît pas d'étoiles plus vieux de 14 milliards d'années. Vous voyez que vous êtes dans le bon terrain de jeu, ce que les Américains appellent le ballpark. Vous êtes dans la bonne ligue. Et maintenant, on va faire une autre chose. On va dire le Big Bang nous raconte l'évolution de l'univers, l'expansion de l'univers, et on va rejouer à l'envers, on va rejouer le Big Bang à l'envers. On va dire voilà, les étoiles, les galaxies sont là, elles s'éloignent, par la pensée, on va essayer de tourner le film à l'envers, et on va voir combien de temps avant que toutes ces galaxies se superposent. Et on trouve quelque chose qui, avec des hypothèses simples, en supposant que les vitesses sont constantes, ce qu'elles ne sont pas tout à fait, mais presque, on trouve 14 milliards d'années. Vous voyez, 3 éléments qui vous disent un peu que vous êtes dans le bon terrain de jeu. Si on avait trouvé 70 milliards, ou 1 milliard, ou 50 ans, ou 6 000 ans comme la Bible, on dirait, bon, on ne va pas. On voit qu'on est en train de s'approcher avec des démarches totalement différentes. Une est astronomique, mesurer l'âge des étoiles. Une est de physique nucléaire, dans les laboratoires de physique nucléaire, mesurer l'âge des plus vieux atomes. Une autre est encore une fois astronomique, mesurer le mouvement des galaxies. Chaque fois, on se retrouve dans les mêmes âges. Alors maintenant, on va essayer d'être plus précis, parce qu'on va établir, on va admettre le Big Bang. Et ce Big Bang que nous allons utiliser maintenant comme un historique, le Big Bang va nous donner un cadre historique. Ce Big Bang, il faut savoir, c'est important de le dire, qu'il est basé sur la relativité générale d'Einstein, c'est ce qu'il vient, dont nous connaissons les limites, et il l'a bien dit. Nous savons que c'est une théorie incomplète. C'est une théorie incomplète parce qu'on ne sait pas quantifier la gravité, et nous savons que cette théorie a un manque fondamental. Donc, si on s'appuie sur elle pour tirer des prédictions, il faut tenir compte du fait qu'elle est imparfaite et insatisfaisante sur certains plans. Donc, ça va poser des points d'interrogation. On va le faire, mais on va se dire, oui, mais attention,
il y a quelque chose là qui fait que les conclusions qu'on va en tirer ne sont pas meilleures que cette connaissance de la théorie, qui est une connaissance incomplète et insatisfaisante. Alors là, nous repartons avec notre image de l'expansion de l'univers. Voilà les galaxies, l'image de l'univers telle que je vous l'ai montré au début. Et puis voilà M. Hubble qui regarde les galaxies dans son télescope vers 1820-1830, qui découvre cette chose étonnante, qui est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Chaque petit point ici est une galaxie. Les flèches montrent la direction dans laquelle elles s'en vont, et la longueur des flèches dit leur vitesse. Et cette image, c'est l'image de l'expansion de l'univers. Alors maintenant, on va la tourner à l'envers, mais en s'appuyant, non pas sur un calcul simple, mais sur la théorie de la relativité, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors là, on va adopter les idées d'Einstein et les idées de Lemaitre, qui a fait ce premier modèle du Big Bang. Et on va arriver à cette conclusion, l'univers se reproduit, s'expande, s'obscurcit. Et puis, voilà, maintenant on va travailler sur des petites cartes. Rappelez-vous, on ne sait rien d'un temps zéro. Je ne sais pas ce que ça veut dire le temps zéro, comment définir le temps zéro. Ce qu'on connaît, c'est aujourd'hui. On dit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les galaxies s'éloignent, donc ce paramètre R, qui représente la distance entre les galaxies, s'éloigne. Ce que dit ceci, c'est que les galaxies s'éloignent avec le temps. Et Einstein nous montre que si les galaxies s'éloignent, la température décroît. Donc on a un moyen de remonter dans le passé, on a une avenue, c'est de dire, maintenant on va essayer de voir jusqu'où la température est-elle montée. Jusqu'à quelle température l'univers a-t-il été dans le passé? Avons-nous des preuves qu'il a été dans telle ou telle température? Qu'est-ce que nous avons pour nous dire, ben non, là c'est ce qui se passe maintenant, puis ça n'a jamais été plus chaud que ça. Est-ce que nous pouvons dire, est-ce que nous avons des fossiles? Rappelez-vous, c'est toujours l'idée des fossiles. Les fossiles, par exemple, si vous vous demandez quels sont les plus vieux vivants, quand est-ce que la vie est apparue sur la Terre? Comment savoir à quel moment la vie est apparue sur la Terre? Eh bien, vous cherchez les vieux fossiles et vous dites la vie est au moins aussi vieille que les plus vieux fossiles. Donc, quand vous trouvez des fossiles qui datent depuis 3 milliards d'années, vous dites que c'est au moins 3 milliards d'années. Ça ne dit pas qu'il n'y en avait pas avant. Ça peut vouloir dire que ceux qui avaient avant ont été détruits. Donc, il faut chercher des preuves. Aujourd'hui, on est autour de 3,8 milliards d'années. On pense que les plus vieux vivants ont 3,8, mais il y a des gens qui contestent, c'est pas très clair, il y a des difficultés. Là, c'est pareil. On va chercher des preuves que l'univers a été à une température très élevée, parce que dans le cadre de la relativité, la température et le temps sont reliés. C'est-à-dire que si vous arrivez à dire que l'univers a été à telle température, la théorie vous dit quel était à ce moment-là l'âge de l'univers. C'est là qu'on fait confiance à la théorie de la relativité, mais sachant qu'elle va nous poser des problèmes. Alors rappelez-vous, Gamow disait en regardant ceci, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Ben, c'était plus chaud. Et avons-nous des preuves que ça a vraiment été plus chaud? Et puis, il a prédit l'existence du rayonnement fossile. Ce rayonnement fossile, alors on continue sur notre diagramme, vous voyez, ce que la relativité vous dit, c'est que c'est une courbe comme ça. Elle vous dit ça. Mais vous ne savez pas jusqu'où vous êtes allé. Et là, tout d'un coup, ce rayonnement fossile nous dit qu'on est monté jusqu'à une température de 3000 degrés. Et cela se passe il y a à peu près 13,7 milliards d'années. Ça, c'est la partie qu'on connaît assez bien. Donc là, nous avons la preuve que l'univers a duré au moins 13,7 milliards d'années. Au moins cela, mais je ne sais pas que c'est pas passé d'autres choses auparavant. Alors, on va chercher d'autres fossiles. On est comme nos préhistoriens qui vont fouiller leurs petits ossements, qui les mesurent au radiocarbone. Et, alors je vous rappelle qu'Aristote avait dit que l'univers a toujours existé. C'est juste un rappel. Alors, le rayonnement fossile nous dit que l'univers a été à 3000 degrés, et la chronologie établie sur le Big Bang nous dit qu'à cette période, il avait 380 000 ans. Alors vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il a eu
autre diagramme qui reste, excusez-moi, pour préparer pour cette discussion. Voilà le diagramme qui nous importe. Nous sommes là. Nous avons appris qu'il a été au moins à 3000 degrés parce qu'il y a le rayonnement petit. Nous avons appris qu'il a été au moins à 10 milliards de degrés parce que l'hydrogène et l'hélium, l'étude de leur population relative, nous le dit. C'est à peu près le plus loin que nous pouvons regarder. Alors, qu'est-ce que c'est que ce temps zéro dont on parle maintenant? Et comment est-ce qu'on parle d'une seconde ou un milliardième de seconde? Ça vient d'une fiction. La fiction est la suivante. Vous prenez la théorie de la relativité, vous supposez qu'elle est bonne. Donc, vous remontez, puis à un moment donné, vous montez jusqu'à des valeurs extrêmement grandes. Et vous dites, ça c'est le début. Mais c'est conventionnel. C'est le début si la théorie de la relativité est correcte. C'est le temps zéro si la théorie de la relativité est correcte. Ça, vous ne le savez pas, vous savez même qu'il y a des difficultés. Alors, vous remontez, quand vous établissez cette échelle conventionnelle, vous voyez, il y a deux échelles. Il y a l'échelle qui vient d'aujourd'hui vers le passé, puis il y a l'échelle conventionnelle qui part du moment où l'univers avait une température infinie, que vous avez appelé le temps zéro, et vous comptez le temps à partir de là. Alors, le moment où on arrive à ces températures de 10 millions de degrés, c'est 1 minute après le temps zéro. Et c'est pour ça qu'on est toujours avec deux échelles. Il y a une échelle où on parle de milliards d'années, l'autre échelle où on parle de minutes ou de secondes, de fractions de secondes. C'est à partir d'un début conventionnel dont nous ne connaissons rien, que nous appelons le début de l'univers, et qui est simplement le moment où, dans cette échelle conventionnelle, fondée sur la théorie de la relativité, on pense qu'il y a eu le temps zéro, qu'il y a eu la création. Donc il dit qu'on ne connaît rien de la création, on recule dans le temps, on explore le temps. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'univers a été à au moins 1 milliard de degrés. Nous ne savons pas ce qui s'est passé auparavant. Donc on ne peut pas dire qu'on a détecté le début de l'univers, la création et tout cela. Il faut se mettre dans un esprit d'exploration. Nous sommes comme des explorateurs qui explorent un continent. L'explorateur qui explore un continent, nous, c'est le continent du temps. C'est-à-dire que nous partons d'aujourd'hui, nous essayons de voir ce qui s'est passé dans le passé. Le travail des historiens, par exemple. C'est comme les explorateurs qui exploraient le Groenland, par exemple. Comment exploraient-ils le Groenland? Ils partaient des côtes, puis ils avançaient progressivement à l'intérieur du Groenland. Et progressivement, ils pouvaient dire, ben là, il y a ceci, là, il y a cela. Mais il y avait toujours au centre du Groenland une partie blanche, qu'on appelait Terra Incognita. Ça veut dire, ça on n'est pas encore allé. Et si on avait demandé, qu'est-ce qu'il y a dans cette partie où vous n'êtes pas allé, ils auraient dit, ben attendez, on va y aller. Nous sommes dans la même situation. Nous avançons dans le passé, nous pouvons avancer jusqu'à un moment où l'univers a, à cette échelle, quelques minutes, et la température est de 10 milliards de degrés, et nous ne savons rien de ce qu'il y avait avant. D'une part parce que nous n'avons pas de fossiles, et d'autre part parce que les théories que nous rencontrions que nous avions des fossiles ne marchent plus, parce que ça, c'est la région où la relativité nous fait défaut, où les conflits entre la relativité et la physique quantique sont tels que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous n'avons pas de théorie quantique de la gravité. De sorte que tout ce qu'on peut dire, c'est que l'univers a 13,7 milliards d'années, qu'il est monté jusqu'à une température d'environ 1 milliard de degrés, et le restant, c'est point d'interrogation. C'est ça la recherche. On progresse exactement comme les explorateurs qui avançaient vers le centre du Groenland. Sauf qu'un jour, ils sont arrivés, eux, au centre, et ils ont tout connu du Groenland ou de l'Antarctique. Nous, on n'a aucune garantie qu'un jour, on aura des réponses définitives. Ça, c'est tout ce qui est l'intérêt et l'excitation de la science, de savoir qu'on est devant des choses nouvelles, étranges et connues, et que nous essayons de pénétrer dans des domaines inconnus.